Les notes du bac, j'avais un peu envie de débriefer ça avec vous et aussi un peu envie de rager sur certains trucs du bac puisque bon, voilà. Il est, c'est de bon ton, les gens aiment bien faire ça, de parler des exigences du bac et il y a des profs qui ont tout à fait le droit de vouloir être exigeants sur le bac mais voilà. Moi je trouve que ma position est pas celle-là. J'ai pas envie de jouer au prof, qui veut être exigeant. C'est pas comme ça que je suis au quotidien. C'est pas la vision que j'ai de l'éducation, de l'enseignement. Que des gens aient envie d'avoir cette exigence-là, grand bien leur fasse. C'est très bien pour eux. Mais moi, c'est pas ma vision. Et là, au vu des notes que j'ai pu voir, j'avais envie de réagir là-dessus. Voilà, et de parler un peu des conditions du bac de manière générale et de la question de l'égalité des chances, qui est censée être au cœur de notre enseignement, de notre République, et d'interroger un petit peu sa réalité, tout simplement. Voilà. Puisque durant toute l'année, vous êtes dans une position d'élève qui n'avaient pas tellement leur mot à dire, et puis à la fin de l'année, vous vous retrouvez au bac, où là, vous n'avez vraiment pas votre mot à dire. Les notes sont tombées, il ne s'agit pas de les changer, mais il s'agit plutôt de les interroger, d'interroger aussi un peu qui sont les gens qui vous notent et pourquoi est-ce que vous êtes noté de cette manière-là et pourquoi les notes peuvent énormément varier. Voilà, donc je n'ai absolument aucune prétention, ça je le dis un peu en préambule, aucune prétention à la vérité. Je n'ai aucune légitimité, sinon celle de ma seule observation de professeur. Donc je vais simplement réagir à un article, aussi un petit peu interroger, peut-être les sous-entendus derrière cet article, en tout cas peut-être la mauvaise foi qui pourrait se situer derrière ces articles-là. Et j'ai réagi, sans qualité scientifique. Je ne suis pas un expert, mais par contre, j'ai une expérience de prof de français depuis 2 ans et demi et donc j'ai au moins un regard là-dessus et je vais pouvoir dire ce que moi j'en pense, tout simplement. Mais je précise bien qu'il ne s'agit pas du tout pour moi d'être... je ne donne pas la vérité, je dis simplement ce qui m'importe. Et c'est tout ce que je vais dire et puis voilà. Donc je suis un peu en colère sur le bac, en tout cas la manière avec laquelle c'est noté, et on va un peu parler de ça. L'idée c'est aussi que vous puissiez réagir si éventuellement vous avez des questions. Mais pour commencer en tout cas ce live-là, on va lire simplement un article. Je m'assure simplement que vous voyez tous bien ce dont je parle. Je vais peut-être un peu recentrer cet article-là. En tout cas, non, je vais plutôt faire ça. Et on va un peu le lire ensemble et puis je vais réagir au fur et à mesure. Est-ce que déjà vous voyez tous bien l'article? Il est à peu près lisible. Normalement, je pense que oui. Voilà pour ça. Donc, il s'agit d'un article, alors là, que j'ai réussi à récupérer sur un site, le réseau Atlantico. Alors, à mon avis, il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas spécialement d'accord, mais c'est un article, c'est le seul moyen que j'ai eu, vous voyez qu'il y a des articles gratuits, c'est le seul moyen que j'ai eu de récupérer un article du Figaro. J'ai vu passer des extraits sur Instagram de cet article-là, et j'aimerais simplement qu'on le lise ensemble pour que vous voyez quelle est la conception de l'enseignement d'une certaine partie de la population, des correcteurs, mais simplement pour vous dire que peut-être qu'ils ont leurs droits, peut-être que je suis un mauvais prof de français, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec leurs attentes. Et donc on va pouvoir parler de tout ça. Donc, déjà, en rouge, un diplôme bradé. Les exigences du bac encore revues à la baisse, les correcteurs expriment leur sidération. Donc là, vous voyez que simplement, si on fait un petit peu d'analyse de texte rapide, le encore ici vient nous dire que c'est déjà le cas avant, et puis là on a les correcteurs expriment leur sidération, les correcteurs, pas certains correcteurs, tous les correcteurs qui expriment leur sidération. Donc il y aurait un peu un il qui serait l'éducation nationale qui braderait ce diplôme-là, et puis il y aurait un eux, les profs de français, les gardiens du temple, qui seraient dans une perspective, eux, beaucoup plus... ceux qui relèveraient du bon sens finalement, ils expriment leur sidération, ils sont pas interrogatifs, ils remettent pas en question, non, ils sont sidérés.
On va voir ce qu'ils disent un peu plus. Ne notez que la fin de la lecture à l'oral. Ne pas attendre de problématiques. Les nouvelles directives adressées aux correcteurs du baccalauréat de français interrogent. En demandant aux examinateurs de ne plus pénaliser les fautes de langue, ces consignes traduisent un changement de cap pédagogique. L'orthographe y est envisagée moins comme un critère de maîtrise que comme un révélateur d'inégalité sociale, et par conséquent reléguée au second plan. Alors là, cette manière de présenter les choses, elle est relativement objective, elle trahit en tout cas pas tellement le fond de l'article qui va très vite se révéler. Par quel étrange retournement la défense de l'orthographe est-elle devenue un sujet politique ? Anne, enseignante de français et militante d'extrême gauche dans un lycée rural de l'Académie de Montpellier, refuse d'être rangée parmi les conservateurs. Dès qu'on s'inquiète de l'état de l'école publique, on est vite catalogué à droite et accusé de déclinisme. Pourtant, quoi de plus démocratique que l'exigence scolaire ? S'indigne-t-elle. C'est en découvrant les consignes de correction du bac de français transmises lors de la réunion d'harmonisation qu'elle a senti la coupe pleine. Dans une tribune publiée sur le site de l'AFPEAH, elle dénonce une logique de démagogie bienveillante, s'interroge sur l'utilité des enseignants et exprime son désarroi face à un nivellement par le bas. Les instructions sont claires. Ne jugez la lecture à voix haute qu'à sa fin, car le début pourrait être marqué par le stress. Ne pas pénaliser un vers mal scandé, ne pas attendre de problématiques, ni d'introductions structurées, ou de mouvements bien identifiés dans l'explication de texte. Même l'étiquetage grammatical devient secondaire. Un élève qui comprend la fonction d'un mot, même s'il ignore le terme pronom relatif, doit être valorisé. Pour l'instant, je me contente simplement de lire l'article et je réagis après. Exigence ou tri social. Pour les enseignants, la consigne de ne pas tenir rigueur de la maîtrise de la langue passe mal. L'introduction et la conclusion ne sont plus exigées, on est sidéré, confie Anne, ajoutant que cette souplesse a été exposée lors d'une visio où peu d'enseignants ont osé objecter, l'avancement de carrière dépendant aussi de la bienveillance hiérarchique. Ludovic, professeur de philosophie à Versailles, nuance. On entend souvent que le bac est devenu une formalité, mais j'ai été surpris par certaines attentes. Pourtant, il confirme que la qualité de la langue n'est plus vraiment un critère. On nous dit que l'orthographe, c'est un outil de tri social. Il est possible de sanctionner légèrement, mais c'est de moins en moins valorisé. Des consignes similaires circulent dans d'autres disciplines. Une grille de notation en sciences économiques et sociales limite la sanction pour faute de langue à 1 point, tout en autorisant d'en ajouter 1 pour une expression irréprochable. L'introduction de la dissertation, quant à elle, peut être libre dans sa forme, tant qu'elle situe le sujet. Le malaise des enseignants. La tendance s'observe dès le collège. L'orthographe n'est plus évaluée au brevet, rapporte un enseignant en poste dans un lycée français à l'étranger. Exemple à l'appui, un élève ayant écrit « effroyé » ou « effrayé » comme dérivé d'effroi peut recevoir tout ou partie des points, car l'intention linguistique prime sur l'orthographe. Pour les défenseurs d'une école exigeante, ces évolutions traduisent un renoncement. Anne déplore qu'aujourd'hui, si un professeur prône l'excellence, il n'est pas soutenu. Selon elle, les élèves des classes populaires sont les premiers lésés, tandis que les élèves des milieux favorisés, eux, compensent par des ressources privées. Le débat est profondément politique. En 2023, Pape Ndiaye, alors ministre de l'Éducation nationale, avait proposé d'enlever des points aux copies truffées de fautes, suscitant l'ire d'une partie de la gauche. L'orthographe parfaite est un privilège bourgeois, blanc et valide, avait alors affirmé Lou Toussaint, candidate NUPES sur les réseaux sociaux. Un écart croissant entre exigence et réalité. Pour Anne, le problème se situe bien en amont des corrections. On ne peut pas faire des miracles avec 4 heures de français par semaine et des programmes hachés par des projets transversaux. Elle raconte devoir reprendre, en classe de première, des notions de base, comme les pronoms relatifs. Un ancien inspecteur général confirme, le niveau réel des élèves est incompatible avec les exigences affichées. Le programme ressemble à celui de l'agrégation. Face à ces contradictions, enseignants et élèves naviguent à vue. L'ambition des textes officiels contraste avec la réalité du terrain, où l'exigence s'étiole au nom de l'équité. Reste une question brûlante, l'abaissement des critères renforce-t-il l'égalité ou accentue-t-il les fractures ? Alors vous voyez que l'article, il est quand même bien ficelé, parce que le chapeau et cette question finale, en fait, elles sont relativement objectives et puis elles permettent à tout le monde un peu de se situer, de se classer. Mais on va voir que dans le détail, la manière avec laquelle c'est présenté nous invite à y voir une simple décadence. Donc, je reprends depuis le début avec déjà quelque chose qui m'interroge. On nous parle de Anne, enseignante de français, et tout de suite on nous dit militante d'extrême gauche, comme si c'était censé être une espèce de médaille, militante d'extrême gauche dans un lycée rural, donc pour nous dire elle n'est pas du lycée Henri IV, et de l'Académie de Montpellier refuse d'être rangée parmi les conservateurs.
Alors on dit ok, bon, elle veut de l'exigence, mais elle veut pas être rangée parmi les conservateurs. Quels sont ses arguments? Dès qu'on s'inquiète de l'état de l'école publique, on est vite catalogué à droite et accusé de déclinisme. Pourtant, quoi de plus démocratique que l'exigence scolaire? Et alors là, je ne sais pas vous, mais moi, il y a tout de suite quelque chose qui m'interroge. Pourquoi? Parce que l'école, telle qu'elle a été construite, on pense à Jules Ferry, on pense à l'école gratuite et obligatoire, on pense donc à tout ce grand chantier pour permettre à l'école d'être justement démocratique, pour permettre à n'importe qui, qu'il soit ouvrier ou qu'il soit fils d'ouvrier ou fils de cadre, de s'élever. Et puis c'est ce qu'on a vu tout au long de la Troisième République avec l'idée de tout un tas de députés qui venaient des classes populaires, etc., qui avaient réussi. Bon. Et là, on va simplement faire un tout petit détour par cet article de l'Observatoire des inégalités, qui nous dit les inégalités sociales de l'école primaire à la fin du collège. Dès le primaire, les enfants d'origine sociale défavorisée obtiennent en moyenne de moins bons résultats que les enfants de cadre. On retrouve ces écarts au collège et ils déterminent l'orientation en fin de troisième, soit au lycée. On se retrouve avec, potentiellement, quelques graphiques. Proportion d'élèves présentant une maîtrise satisfaisante en début de CE1. Et on a ici les écoles publiques hors éducation prioritaire. Donc on a 73,7% pour écrire des mots, comprendre l'oral. Donc on est aux alentours de 75%. Et dans les REP+, donc les endroits dans lesquels c'est davantage défavorisé. Alors oui, peut-être vous ne voyez pas suffisamment, si ça va. Et dans les REP+, on se retrouve avec... je vais vous le décrocher un peu. Hop. Dans les REP+, on se retrouve avec ici un taux qui est beaucoup plus bas. Puisqu'on se retrouve avec 47 et 60%. Dans le deuxième graphique, on voit que évolution du niveau entre le CP et le CM2 des élèves les plus faibles selon le milieu social. Milieu social défavorisé, moyen favorisé. Vous voyez que la courbe, ici où il n'y a pas de changement, une évolution positive ou une évolution très positive, eh ben, elle varie selon le milieu social. Et à chaque fois, si vous êtes d'un milieu social très favorisé, votre évolution va être bien meilleure. Par des élèves ayant une bonne ou une très bonne maîtrise du français et en mathématiques. Les milieux les plus défavorisés, les milieux les plus favorisés, et à chaque fois, la courbe, elle est supérieure. L'origine sociale des élèves du second degré. Là, ici, seconde générale, donc qui est la chose la plus répandue. On se retrouve avec une très large proportion des cadres supérieurs, des professions intermédiaires, des employés. Et à l'inverse, les agriculteurs, artisans, commerçants, ouvriers, ils ont une place bien plus faible. Et donc, on se retrouve en fait avec une école qui est construite. Alors, on a deux manières de voir les choses. Soit on considère que l'école, il y a simplement les bons élèves qui y vont, qui s'y retrouvent, etc. Soit on considère que l'école, elle est construite de telle sorte que ce sont les enfants de parents favorisés qui permettent de mieux s'en sortir. Et en fait, ces éléments-là, ils ne s'arrêtent pas à l'école, ils ne s'arrêtent pas à l'orientation au lycée, ils continuent au lycée. Si vous venez d'un milieu favorisé, vous avez plus de chances de réussir. Et alors, où est-ce que ça nous mène tout ça? Ça nous mène à la question des lycées, et justement des lycées de, on va dire, de soi-disant de meilleure qualité, etc. Admettons que vous soyez issu d'un milieu favorisé et que vous viviez à Paris. Il y a de fortes chances pour que vous vous retrouviez dans un lycée dans lequel vous avez davantage d'enfants qui viennent de votre arrondissement. Et donc, potentiellement, pour avoir les moyens de vivre à Paris, il faut avoir un certain niveau d'éducation et il faut avoir un certain niveau de richesse. Donc, potentiellement, vous allez vous retrouver avec davantage d'élèves qui ont moins de difficultés à l'école ou alors qui, s'ils ont des difficultés, ont recours à des cours particuliers, ont recours à potentiellement un oncle qui est déjà prof dans la famille et qui va pouvoir aider, etc. Alors que si vous venez d'un milieu davantage défavorisé et que vous êtes dans un endroit où il y a davantage d'élèves défavorisés, alors, dans ces cas-là, effectivement, vous allez avoir moins de chances de réussir. L'école, elle est censée pouvoir combler toutes ces inégalités sociales-là. Mais en fait, l'école, elle est construite de telle sorte à ce que
vous favorisiez vos avantages si vous les avez déjà. Et pour la question de l'orthographe. L'orthographe, si vous venez d'une famille dans laquelle ça ne parle pas français, ou alors ça ne parle pas bien français, ou ça n'écrit pas bien français, eh bien le seul moment où vous travaillez vraiment votre orthographe, c'est à l'école. Alors que si vous vivez dans des milieux davantage favorisés, la pratique du français, elle est bien meilleure. Vous avez des gens qui font moins de fautes à l'oral, qui font moins de fautes à l'écrit, qui sont davantage en mesure de vous reprendre. Donc, oui, il y a une inégalité. Donc venir dire que quoi de plus démocratique que l'exigence scolaire, alors qu'on voit que systématiquement, les enfants de bonne famille réussissent mieux à l'école et que les enfants des milieux défavorisés réussissent moins, bah non, l'exigence scolaire, elle favorise les enfants des milieux favorisés, tout simplement. Donc vous voyez que déjà, il y a un petit truc qui tique. Et surtout, moi, ce qui m'interroge, c'est ce militant d'extrême gauche. Alors pourquoi est-ce qu'on vient nous dire ça ? On vient nous dire ça pour nous dire que on ne peut pas dire qu'elle est de droite puisqu'elle elle dit qu'elle est d'extrême gauche. Mais alors moi, j'ai envie de dire, si elle est vraiment d'extrême gauche, c'est étonnant qu'elle en vienne à dire que l'exigence scolaire est la chose la plus démocratique. Au contraire, si, pour la faire simple, à gauche, la considération, c'est que l'individu est moins responsable que les structures. Alors ça peut vous paraître un peu obscur comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que l'individu est moins responsable que les structures ? Ça veut dire que si vous êtes dans un milieu favorable, bah, vous allez mieux réussir que si vous êtes dans un milieu défavorable. Si vous venez d'une famille de sportifs, bah, vous avez davantage de chances de réussir dans le sport que si vous venez d'une famille où il n'y a pas de sportifs. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir en tant que sportif, mais vous avez moins de chances. Et statistiquement, quand vous regardez au niveau des athlètes de haut niveau, etc., il y en a beaucoup pour lesquels la famille est déjà sportive. L'exemple le plus récent, là, c'est l'exemple de Léon Marchand. Il vient d'une famille de nageurs. Bah, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas ça à ses qualités, mais ça veut dire que le milieu a été favorable. Donc, à gauche, on a plutôt tendance à considérer que les structures favorisent l'individu et que les structures sont premières sur les individus. Et donc, du coup, c'est étonnant de venir dire quoi de plus démocratique que l'exigence scolaire, sachant qu'on a bien vu que les structures sociales, elles nous montraient que ça maintenait les inégalités. Vous voyez ? Donc déjà, il y a un premier truc qui nous fait tiquer. Ensuite, deuxième chose, dans une tribune publiée, elle dénonce une logique de démagogie bienveillante et elle nous dit... Elle exprime son désarroi face à un nivellement par le bas. Donc ça, c'est un truc qui est très classique de dire qu'il y a un nivellement par le bas, donc que le niveau ne cesserait de baisser. Et peut-être que le niveau baisse, mais dans ces cas-là, il faut s'interroger sur les exigences. Parmi les instructions claires, ne jugez la lecture à haute voix qu'à la fin, car le début pourrait être marqué par le stress. Bah alors là, pardon. Mais si cette dame nous parle de l'exigence scolaire, en quoi est-ce que ça paraît logique d'évaluer la progression d'un élève sur toute une année et sa manière d'être ou non capable de scander des vers de toute une année en ne prenant pas en compte le fait qu'il y a du stress. Si vous êtes quelqu'un de stressé, vous avez beau faire tout le travail que vous avez pu faire en amont, vous avez pu avoir travaillé de la meilleure des manières, si vous êtes stressé et que vous vous retrouvez à bégayer, eh bien vous bégayez. Donc, si cette dame veut être du côté de la démocratie, eh ben dans ces cas-là, elle met les gens au même point, qu'ils soient stressés ou non, et donc, elle leur laisse la possibilité de montrer qu'ils ont fait un bon travail en ne pénalisant pas une lecture qui pourrait être marquée par le stress. Ne pas pénaliser un vers mal scandé. Là, pareil, ça veut rien dire en soi, ne pas pénaliser un vers mal scandé. Si, sur un sonnet, vous faites 13 vers parfaitement bien scandés et qu'il y en a un qui est mal scandé, il me semble qu'on peut dire que la lecture est bonne. Vous voyez que ce niveau d'exigence, en fait, c'est une volonté d'élitisme, c'est une volonté de correspondre à une certaine idée de ce que devrait être un élève, et donc pas de regarder la capacité qu'on a eue à travailler. Moi, je suis désolé, un élève qui me fait 13 vers parfaitement bien scandés et un 14e qui est raté, je considère qu'il sait scander les vers, et qu'il s'est planté à un moment, peut-être pour d'autres raisons, et que si j'avais à le reprendre, eh ben dans ces cas-là, ça aurait pu s'améliorer. Ne pas attendre de problématiques, ni d'introduction structurée ou de mouvements bien identifiés dans l'explication de texte. En fait, prendre ces exigences-là complètement en dehors
du contexte, effectivement, ça peut paraître scandaleux. Dire ne pas attendre de problématiques ni d'introduction structurée, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit, en fait, aux réunions d'harmonisation? Moi, je peux vous le dire, puisque j'y ai été. On nous dit quoi? On nous dit ne pas attendre de problématiques si on constate qu'il y a une réflexion sur le texte. Voilà. Ni d'introduction structurée. Ça, moi, je ne l'ai pas eu, ça. On ne m'a pas parlé d'introduction structurée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? C'est que si vous êtes capable de développer un propos qui est clair, bah dans ces cas-là, votre propos est clair. On n'a pas à se dire « Ah bah oui, il a bien coché la case introduction structurée ». Et ça, encore une fois, moi, je ne l'ai pas eu, l'introduction structurée. La volonté de ne pas attendre une introduction structurée, moi, je n'ai pas eu ça. Ou de mouvements bien identifiés dans l'explication de texte, ça, pareil. Et la dernière chose, sur la question de grammaire. Rappelle que la question de grammaire, c'est quelque chose qui a été instauré il y a quelques années et que ce n'était pas présent avant au niveau du bac. Donc on ne s'attendait pas à évaluer la grammaire au moment du bac. Donc dire qu'il y a une baisse du niveau alors que c'est un truc qui vient d'être introduit, bon voilà. Même l'étiquetage grammatical devient secondaire. Un élève qui comprend la fonction d'un mot, même s'il ignore le terme pronom relatif, doit être valorisé. Et alors là, vraiment, je m'insurge, puisque si on s'attend à ce qu'un élève il ait la compréhension de la langue, à quel moment est-ce qu'on voudrait qu'il ait les termes précis s'il comprend le fonctionnement de quelque chose? Il me semble que c'est plus important d'être capable de retenir, de comprendre la fonction d'un mot que de retenir par cœur le terme de pronom relatif. Les grammairiens eux-mêmes passent leur temps à inventer des mots pour correspondre à une réalité spéciale, mais ce qui compte c'est de comprendre le fonctionnement. Si vous êtes capable de démonter un moteur parce que vous avez compris son fonctionnement, mais que vous n'êtes pas capable de nommer précisément les pièces, quel est le plus important? Là, on retrouve typiquement quelque chose qui va s'appeler, qui est un truc qui revient très souvent, la question de la lettre et de l'esprit de la lettre. Ou, si vous préférez, la règle et l'esprit de la règle. La règle, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'on connaisse le terme pronom relatif et qu'on sache à quoi ça correspond. L'esprit de la règle, qu'est-ce que ça veut? Est-ce que vous avez compris comment fonctionne une langue? Et si vous avez compris comment fonctionne une langue, alors dans ces cas-là, vous avez compris le mécanisme. Vous savez quelle est la langue. Vous n'en connaissez pas la dénomination précise. À mes yeux, ça paraît plus important de comprendre la fonction d'un mot que de savoir son terme par cœur. D'autant plus que, en langue, quand on ne se sert pas des mots, on a du mal à les comprendre. Or, la grammaire, elle est truffée de mots qui ne servent qu'en grammaire. Proposition, subordonnée, conjonctive, complétive. On utilise ces mots-là que en grammaire. Donc comment est-ce qu'on peut bien les utiliser, sachant qu'on les utilise qu'en cours? Je continue, je vais passer peut-être un peu plus vite sur certains points, mais pour les enseignants, la consigne de ne pas tenir rigueur de la langue passe mal, l'introduction et la conclusion ne sont plus exigées, on est sidéré. Bon déjà, là, ça n'a aucun rapport. La consigne de ne pas tenir rigueur de la maîtrise de la langue et de nous parler de l'introduction et de la conclusion, ça n'a aucun rapport. Vous pouvez faire une introduction et une conclusion qui ne sont pas du tout maîtrisées du point de vue de la langue. Donc là, vous voyez, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment ridicule. Ajoutant que cette souplesse a été exposée lors d'une vision où peu d'enseignants ont osé objecter l'avancement de carrière dépendant aussi de la bienveillance hiérarchique. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Là, c'est vraiment, on est très proche du complotisme. On nous dit que les enseignants, ils n'ont pas osé dire qu'ils étaient contre cette règle-là, parce que sinon, l'académie les aurait bloqués dans l'avancement d'une carrière. Alors là, il ne faut vraiment pas avoir assisté aux visios de l'éducation nationale pour être capable de dire ça. Je vous fais un rapide résumé de comment ça se passe. Quand il y a des visios, alors déjà, les visios, c'est pour l'écrit. En général, il y a des centaines de personnes. C'est, pour le dire en des termes peu policés, c'est le bordel. On n'y comprend rien. Alors pour qu'il y ait un inspecteur qui vienne regarder qu'il y en a qui ont objecté quelque chose, qui retiennent leur nom, sachant qu'on peut mettre des pseudos, qui retiennent leur nom et qui vont ensuite le faire remonter à l'académie via voie administrative pour dire ce professeur-là, vous me le bloquez, c'est ridicule. Là, pour le coup, c'est vraiment ridicule. Et sur la question de la bienveillance hiérarchique, c'est dans la question des rapports de jury, des rapports d'inspection que ça va le compter le plus. Alors oui, si cet enseignant-là critique les textes au moment de son inspection, peut-être que ça va jouer. Mais dire que ça intervient là, lors des visios d'harmonisation de la correction, il ne faut vraiment pas avoir mis les pieds dans une visio pour être capable de dire ça. On continue.
Ludovic, professeur de philosophie à Versailles, nuance: on entend souvent que le bac est devenu une formalité, mais j'ai été surpris par certaines attentes. Pourtant, il confirme que la qualité de langue n'est plus vraiment un critère. On nous dit que l'orthographe, c'est un outil de tri social. Il est possible de sanctionner légèrement, mais de moins en moins valorisé. Le on nous dit que l'orthographe, c'est un outil de tri social, ça nous suggère que c'est pas lui qui le pense. Lui, il pense pas ça. Mais on nous dit. C'est l'État, c'est l'éducation nationale qui nous dit ça, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Et là, on retourne sur l'Observatoire des inégalités, qui fait une proposition. Ou plutôt qui relaie les propositions d'un linguiste, c'est-à-dire de quelqu'un dont le métier est d'étudier la langue. A priori, on pourrait se dire que c'est quelqu'un à qui on peut relativement faire confiance. Et alors, que nous dit ce linguiste ? Donc, au passage, je vais simplement vous montrer... à la suite de ça, qu'il y a des linguistes qu'on... Des linguistes qui en ont eu marre que justement on fasse de la langue quelque chose d'élitiste et qui avaient fait un tract que je vous recommande, qui n'est pas très cher, 3,90, et qui s'appelle « Le français va très bien, merci ». Et donc c'est plein de linguistes, vous voyez, ils sont là, qui nous parlent justement de la langue. Et on retrouve parmi ces linguistes Christophe Benzitoun, qui est celui qui nous parle juste ici. Alors, je vais vous en parler rapidement, mais simplement, je pense que ça va nous servir. Le temps est venu de moderniser, de démocratiser l'orthographe. L'orthographe française est parmi les plus difficiles au monde. Cela produit d'importantes inégalités sociales dès l'école primaire. Vous voyez que j'ai pas eu à attendre très longtemps avant qu'il appuie ce que je disais. Nous pouvons moderniser notre langue sans la dénaturer. Les propositions du linguiste Christophe Benzitoun, qui commence par revenir sur un petit constat. En 3 décennies, le nombre d'erreurs en orthographe a presque doublé en CM2, de 10,7 à 19,4 fautes en moyenne pour 67 mots, pour une dictée comparable, selon une étude du ministère de l'Éducation nationale. Ce constat est inquiétant et nécessite une réponse forte de la part des pouvoirs publics. Il est urgent de dépasser les clivages idéologiques, de moderniser et de démocratiser l'orthographe. Il est tout à fait possible de rendre l'orthographe française plus claire et régulière sans dénaturer notre langue. Vous allez voir que les linguistes, en tout cas ceux-là, ils ont une tendance à considérer que la langue, c'est quelque chose qui est vivant, alors que l'orthographe a une tendance, en français en tout cas, à figer la langue. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais simplement quelques points qui sont intéressants. Les éléments qui posent le plus de problèmes aux jeunes sont les accords et la conjugaison, ce qui n'est guère étonnant, étant donné leur complexité dans notre langue. En effet, l'orthographe française est une des plus compliquées au monde et nécessite un apprentissage long et fastidieux. Il est plus difficile d'apprendre l'orthographe du français pour des personnes nées dans des familles francophones plutôt que celle du finnois, de l'italien, de l'espagnol, etc. Et il donne 2-3 exemples. Nos marques grammaticales, ils sont majoritairement muettes. Un exemple tout bête, à l'oral, si vous dites des pommes, il n'y a aucune différence avec une pomme. Donc à l'oral, vous ne pouvez pas savoir si on a une ou plusieurs. C'est l'article qui va vous donner cette information-là. Par exemple, le S de inquiet et le ENT de demandait ne se prononcent pas, alors que ces marques occupent une place fondamentale. En fait, nous, en tant que Français, on a presque oublié à quel point c'est, pas débile, mais très surprenant que, vous savez, vous avez appris ça peut-être en primaire, le ENT, il se prononce pas, ou il se dit en. Mais c'est très bizarre. Il demandait, ça s'écrit comme il demandait. Sauf qu'il y en a un, c'est il au singulier demandait AIT, et l'autre, c'est il, ILS, demandait AIENT. Mais il n'y a aucune différence. Et c'est normal pour tout le monde. On observe le même phénomène dans les cas fréquents d'alternance entre et ER, chanter, chanter. Étant donné que l'on ne peut pas céder de ce que l'on prononce, les accords et la conjugaison nécessitent en français un haut degré d'abstraction et de raisonnement qui n'est pas évident à solliciter durant un travail de rédaction, surtout pour de jeunes enfants. Qu'est-ce que ça nous suggère là-dedans ? C'est que, en français, comprendre la langue, ça n'est pas forcément appliquer les bonnes règles de l'orthographe. Qu'est-ce que c'est que la compréhension d'une langue ? Vous observez une langue et vous dites, si j'entends un S, en gros, il y en a plusieurs. Si j'entends pas le S, ça veut dire qu'il n'y en a pas plusieurs. Parce qu'une langue,
et ça on va être amené à le voir un peu plus, une langue c'est d'abord oral. Ça se parle une langue, avant d'être écrit. Donc nous on parle de l'oral, et puis quand on parle de l'oral, eh ben, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose à l'écrit. Donc il faut développer un cerveau pour l'oral, il faut développer un cerveau pour l'écrit. C'est beaucoup plus compliqué. Et là, il va débunker un argument qui revient très souvent. Pour autant, comme on l'entend souvent, nos aînés ont été capables de maîtriser l'orthographe, eux. Oui, mais quelle partie des élèves? Contrairement à une idée reçue, l'orthographe ne s'est jamais démocratisée en France. La déploration de la baisse du niveau en orthographe est une constante historique, malgré un nombre d'heures consacrées à son enseignement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. On peut trouver dans les années 50 des témoignages sur le niveau en orthographe qui reprennent presque au mot près le constat actuel. Dans un rapport rédigé par la Commission ministérielle d'études orthographiques datant de 1965 et présidé par Aristide Bellay, il est écrit « De toutes parts, dans les administrations comme dans l'enseignement, on se plaint de la dégradation rapide de l'orthographe. Jamais, tant que le certificat d'études a existé, plus de la moitié d'une classe d'âge ne l'a décroché. » Alors, on va faire un tout petit point par cet encart-là. Poser à un maître déjà ancien dans la carrière cette question, pourquoi, depuis quelques générations, les élèves font-ils tant de fautes d'orthographe? À quoi attribuez-vous leur manque de sûreté dans la notation graphique? D'où vient ce mal en empirant? Donc ça, c'est en 1950. Il répond, il y a de fortes chances qu'ils rendent d'abord responsables du fait de la surcharge des programmes qui dispersent l'effort et laissent un temps insuffisant pour les exercices orthographiques. Puis il développera des considérations d'ordre général sur l'affaiblissement du pouvoir d'attention des générations actuelles, en nette régression sur ce point par rapport aux générations passées. Et il est humain qu'il en soit ainsi, il est naturel que, devant l'échec relatif de ses efforts répétés, il en cherche et en trouve la cause dans des faits qui ne dépendent pas de lui. Bon, vous voyez que ça reste un problème qui est très ancien. Et il nous dit encore plus, les inégalités face à l'orthographe demeurent massives. Même si les écarts semblent diminuer, les élèves scolarisés en CM2 dans les écoles les moins favorisées socialement font en moyenne 40% d'erreurs de plus que ceux scolarisés dans les écoles les plus favorisées. Souvenez-vous de ce que nous disait notre copine sur l'exigence scolaire qui est démocratique. Et plus du tiers des élèves défavorisés orthographiaient mal un mot sur 3. Les écarts se construisent très tôt dans la scolarité des jeunes et sont marqués par l'origine sociale des élèves. C'est un linguiste qui nous dit ça. Or, la maîtrise de l'orthographe a une influence décisive sur l'ensemble de leur parcours scolaire, puis sur leur position professionnelle. Et là, lui, il nous dit, que faire? Depuis des décennies, on assiste à des batailles idéologiques rendant difficile toute avancée concernant les méthodes d'enseignement de l'orthographe. Il y a une croyance tenace dans les vertus de la dictée et des listes de vocabulaire à apprendre par cœur. Pourtant, il n'existe aucune preuve scientifique que ces dispositifs sont efficaces, contrairement aux méthodes faisant appel aux capacités de réflexion des élèves, dont l'efficacité pédagogique est avérée. Il est temps d'en finir avec cette confiance aveugle que l'on accorde aux bonnes vieilles méthodes, qui participent à l'enlisement de la situation. D'autant que les problèmes que pose l'orthographe française sont connus et documentés depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il nous dit là? La dictée que vous avez faite pendant tout votre collège, c'est beaucoup plus une croyance de la part de l'éducation que pour apprendre de l'orthographe, il faudrait faire des dictées, qu'une réalité scientifique. Peut-être qu'il y en a pour qui ça marche, mais scientifiquement, avec les données qu'on a, ce linguiste-là qui a étudié la question nous dit non. Alors on pourrait toujours aller regarder les documents scientifiques. Là, on va décider de lui faire confiance parce qu'on n'a pas le temps. Mais lui, qui est linguiste, qui a travaillé sur la question, il nous dit que non. Bien sûr, une partie du problème ne dépend pas spécifiquement de l'apprentissage de l'orthographe. Elle révèle aussi de l'organisation du système éducatif. Donc là, on revient sur la question qu'on avait tout à l'heure sur les inégalités sociales. Des moyens mis à la disposition des enseignants et par exemple du fait que notre pays est parmi ceux où l'on compte un taux d'encadrement le plus faible parmi les pays riches. Donc là, vous voyez que ça pose des problèmes en termes de structure, des problèmes de moyens qui sont donnés et de comment on décide de répartir les choses. Par exemple, si au collège, on décidait de plus faire de dictée, mais qu'on décidait de faire de la compréhension de langue à la place, peut-être que ça changerait les choses. Peut-être. Il n'empêche que beaucoup pourrait être fait en matière d'orthographe. Il est temps d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Pour ce faire, il existe deux leviers complémentaires. D'un côté, il faut dépasser les affrontements idéologiques et concevoir des méthodes plus efficaces en utilisant les avancées réalisées par la recherche. Par exemple, en recourant à l'entretien métagraphique, dispositif consistant à demander aux élèves les raisons pour lesquelles ils ont choisi une graphie plutôt qu'une autre. Grâce à cela, on accède au raisonnement des élèves et on peut comprendre ce qui pose des difficultés importantes dans leur conception de la langue. Et ainsi, on contribue à les faire réfléchir sur cette dernière. Ce que nous dit l'article ici,
c'est que ce qui compte, en fait, ça pose vraiment la question. Est-ce qu'on a envie que les gens ils comprennent la langue, les élèves comprennent la langue, comment fonctionne une langue et donc comment être capable de s'en servir, ou est-ce qu'on a envie qu'ils reproduisent ce qu'on a fait pendant des décennies, etc. Et donc, on se retrouve avec une situation qui favorise en fait plutôt la reproduction des élites plutôt que une vraie capacité à faire réfléchir sur la langue. Donc en fait, vous voyez que c'est un projet de société. C'est un projet de société. Qu'est-ce qu'on décide de faire dans la société? Est-ce qu'on décide de faire comprendre la langue ou est-ce qu'on décide de simplement avoir les apparences d'une langue qui est bien comprise? Et donc, il nous dit, on va finir là-dessus, de l'autre, il est possible de rendre l'orthographe plus régulière avec des règles constantes qui s'appliquent sans exception en corrigeant les imperfections. Par exemple, on est passé de rythme à rythme, donc là vous voyez qu'il y avait deux H et qu'il n'y en a plus qu'un, de apercevoir à apercevoir ou bien encore de sangloter à sangloter. On pourrait désormais généraliser le pluriel des noms et des adjectifs au seul S. Cela permettrait de dégager du temps en supprimant l'apprentissage de la longue liste des pluriels irréguliers, qui ne développent guère les capacités de réflexion des élèves. Toutes les langues se transforment dans le temps. Le français a toujours évolué au long de son histoire et il n'existe aucune raison de le figer aujourd'hui. Ce qui fait que on a une langue qui ne vit pas, c'est pas que les gens fassent n'importe quoi avec la langue, c'est qu'on la fige dans un certain mode. Vous voyez? Le problème qu'on a, c'est de vouloir, et ça c'est un problème que, un très bon exemple de ça, c'est la question algérienne, où par souci de légitimité, dans les années 80-90, en Algérie, on a décidé de faire apprendre l'arabe classique. On a dit à l'école, il faut que ce soit l'arabe classique. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves, ils n'arrivaient pas à apprendre l'arabe classique. C'est comme si on vous avait demandé, vous, d'apprendre que le latin et de plus travailler le français. Donc, ils parlaient une langue de la rue, ou en tout cas domestique quand ils étaient en dehors de l'école. Et à l'école, ils parlaient mal l'arabe classique. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec une langue qui était très peu développée, ou qui était développée que dans des situations de la vie quotidienne. Donc, avoir une exigence de langue figée dans le temps, c'est le meilleur moyen de la voir, pour le coup, ne plus vivre et donc disparaître. Et il finit là-dessus. Refuser par principe de considérer ces deux conditions, l'évolution de l'orthographe et les dispositifs pédagogiques innovants, revient à graver dans le marbre la situation actuelle et à se satisfaire de ce qu'elle produit comme échec, plus particulièrement chez les jeunes défavorisés. Pour relever le défi auquel nous sommes confrontés, il va falloir dépasser les propos caricaturaux. Il est temps de rompre avec cette tradition consistant à déplorer la situation sans proposer de solution. Car oui, il est possible d'améliorer les compétences en orthographe sans pour autant dénaturer notre langue et son nivellement par le bas. Donc vous voyez que ça me paraît être une très bonne manière de répondre à cette idée que on nous dit que l'orthographe c'est un outil de tri social. Oui, l'orthographe est un outil de tri social. C'est quelque chose qui est vérifié scientifiquement. L'orthographe, si vous êtes dans une famille où ça parle bien, où ça écrit bien, qui est bien éduqué, qui a de la richesse, vous allez être meilleur en orthographe que si vous venez d'une famille où ça parle pas beaucoup français, où ça le parle de façon imparfaite ou domestique et où ça ne l'écrit pas beaucoup. Ce sont des éléments sociaux. Et donc, on va arriver à quelque chose au fond de mon propos et à la raison pour laquelle je suis en colère très bientôt, je passe rapidement, donc la tendance s'observe dès le collège, l'orthographe n'est plus évaluée, rapporte un enseignant, pour les défenseurs d'une école exigeante. Donc ça reviendrait à dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça ne sont pas pour une école exigeante. Donc ça vous montre aussi comment est écrit l'article. Ces évolutions traduisent un renoncement. Anne déplore qu'aujourd'hui, si un professeur prône l'excellence, il n'est pas soutenu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Soutenir l'excellence. Qu'est-ce qu'on entend derrière excellence ? En fait, excellence, c'est excellence par rapport à ce qui était déjà en place. Autrement dit, si vous êtes un élève qui est issu d'un milieu défavorisé, ce que vous devez faire, c'est de travailler 2 fois plus, finalement, que celui qui a déjà les outils à la maison pour réussir. Travailler 2 fois plus pour s'élever à un certain niveau. Mais finalement, c'est quoi ce niveau ? C'est le niveau des élites, c'est le niveau des plus favorisés. Autrement dit, le niveau des classes bourgeoise et dirigeante. Donc, qu'est-ce que ça revient à faire tout ça ? En fait, c'est pas une école de l'égalité qu'ils veulent, c'est une école de l'excellence, à savoir l'école des élites. Ah mais oui, sauf que les élèves qui sont de milieux défavorisés, ils vont moins facilement y arriver. Autrement dit, qu'est-ce que ça nous dit de vouloir prôner l'excellence ? C'est prôner l'inégalité des élèves.
Et ça, de ce point de vue-là, on a le droit de vouloir une école inégalitaire. Moi, c'est pas la représentation que je m'en fais. Et ça veut pas dire ne pas être exigeant. Là, c'est une exigence sur l'orthographe, sur la langue. Mais vous avez bien vu que la langue, ça peut être une réflexion sur la langue. Et c'est être très exigeant que de vouloir comprendre comment fonctionne une langue. Ça, c'est une vraie exigence de linguiste. Par contre, c'est pas une exigence de l'orthographe, Académie française, qui va être parfaite, qui va être au cordeau, etc. Je finis rapidement, et donc je vais en venir à la correction et à ce qui m'a mis en colère. Pour Anne, donc notre fameuse militante d'extrême gauche qui pense que l'école est parfaitement démocratique, le problème se situe bien en amont des corrections. On ne peut pas faire des miracles avec 4 heures de français par semaine et des programmes hachés par des projets transversaux. Et en ça, elle a plutôt raison. C'est vrai que le temps qui est accordé, en tout cas, c'est pas du bon temps qui est accordé. Je dirais pas forcément qu'on manque de temps en français, mais c'est plutôt que les élèves qu'on a, quand ils ont eu déjà 2 heures le matin, puis 2 heures le midi, et qu'on les récupère de 16 à 18 heures, c'est un peu problématique. Elle raconte devoir reprendre en classe de première des notions de base comme des pronoms relatifs, etc. Face à ces contradictions, enseignants-élèves naviguent à vue, l'ambition des textes officiels contraste avec la réalité du terrain, où l'exigence s'étiole au nom de l'équité. Vous voyez que dire l'exigence s'étiole au nom de l'équité, l'article il prend très clairement position. Il dit qu'en fait, on peut pas vouloir l'équité et l'égalité si on n'est pas partisan de l'exigence. Et en fait, si on veut être exigence, et si on veut être dans l'exigence, ça veut dire pas vraiment être du côté de l'égalité. On peut pas être exigeant avec tout le monde, puisque précisément, il faut distinguer les bons des mauvais. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais simplement réagir à pourquoi est-ce que la notation du bac m'a mis en colère, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir les retours de vos différents collègues, pour la majorité, avec des notes qui sont, dans tous les sens. Alors, on a plusieurs manières d'expliquer d'expliquer ce n'importe quoi des notes, en gros. Alors, déjà, première chose, la question du stress, c'est une épreuve qui est passée à un moment T, que ce soit pour l'écrit et l'oral. Vous pouvez arriver en étant stressé, vous pouvez arriver en ayant mal dormi, etc. Bref, vous ratez votre épreuve. C'est tout à fait possible de rater une épreuve. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il y a certaines notes qui peuvent s'expliquer par ça. Mais pour avoir participé aux réunions d'harmonisation et pour avoir moi-même avoir eu à corriger, etc., le bac, que ce soit l'écrit ou l'oral, est corrigé par une seule personne. Une seule personne qui se fait une certaine idée de ce que devrait être l'exigence. Parce que vous vous doutez bien que cette dame-là, qui se dit être militante d'extrême gauche, mais dont les propos, pardon pour elle, mais sont plutôt conservateurs, vous pensez que si on lui dit de pas trop sanctionner la grammaire et que elle se retrouve avec une copie dont la grammaire est pas bonne, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que peut-être qu'elle va vraiment pas sanctionner la grammaire, mais elle part avec des a priori, puisque pour elle, l'exigence scolaire, c'est d'avoir une bonne orthographe. Donc si elle voit une copie qui a une mauvaise orthographe, elle a un a priori négatif sur la copie. Et donc, comme elle est seule à corriger, elle va trouver des moyens de comprendre, de considérer cette copie comme étant mauvaise. Puisque c'est une personne humaine, elle va arriver avec ses a priori, elle va arriver avec ses propres exigences, avec son propre logiciel, et de la même manière que moi, je vais avoir tendance à peut-être être plus attentif à la compréhension de la langue, une fois que j'ai vu que l'élève, il fait des fautes d'orthographe, ok, il fait des fautes d'orthographe, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y en a d'autres qui vont se dire, en fait, la faute d'orthographe, ça nous montre bien quel type d'élève c'est. C'est pas un bon élève. Donc si c'est pas un bon élève, comment est-ce qu'il pourrait se retrouver bien noté ? Puisque ça se voit que c'est pas un bon élève, il maîtrise pas bien l'orthographe. Et en fait, on a des biais naturels. On a des biais de confirmation, c'est ce qu'on appelle des biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est qu'un biais de confirmation ? Vous partez avec une certaine idée en tête et vous faites tout rentrer dans le cadre. Si il y a quelqu'un que vous avez vu au loin, vous le connaissez pas, mais il a une tête sympathique, et que vous parlez avec lui et qu'il dit des choses, ok, vous allez lui dire oui, ce qu'il dit, ça me semble confirmer qu'il est sympathique. Si par exemple de loin vous avez vu quelqu'un dont la tête vous revient pas et qui parle, vous allez plus naturellement trouver que il dit des choses qui sont bêtes. C'est des biais de confirmation, c'est de la psychologie, mais
On est évidemment soumis à la psychologie dès lors qu'on a une copie qui est corrigée que par une seule personne. Et là, je vous parle de l'écrit. Je vous parle de l'écrit où le professeur, il est seul chez lui et il corrige quand il veut. S'il a décidé de se faire un marathon de correction qui va commencer à 8h et qui va finir à 20h, eh ben la copie qui va être corrigée à 19h45, eh ben potentiellement elle va prendre un tarif parce que le correcteur il en a marre de corriger des copies. C'est comme ça. Et personne ne redira rien à ça. Et donc peut-être qu'il va mettre 11 à une copie qui d'habitude a 15. Personne va venir réclamer pour un 11. Et pourtant, il y a eu des conditions personnelles et psychologiques qui se sont appliquées à cette personne-là. Maintenant, on a parlé des conditions, on va dire, de correction de l'écrit, où c'est un professeur qui a certaines exigences. Mais même un professeur qui n'aurait pas forcément les mêmes exigences, admettons que, on va prendre un exemple extrême, un professeur qui se retrouve à corriger et qui est professeur à Henri IV. Et bien toute l'année, même ces mauvaises copies, elles sont excellentes. Pourquoi ? Parce que à Henri IV, il y a de la sélection, même s'il ne devrait pas y en avoir. Il y a de la sélection, et donc si vous êtes à Henri IV, a priori, vous êtes un bon élève. Même si vous êtes le pire des bons élèves, vous êtes quand même un bon élève. Sauf que les copies, elles sont brassées entre Créteil, Versailles et Paris. Donc ça veut dire que moi, me concernant, j'ai des élèves à moi, je ne sais pas si c'est arrivé, ça a pu arriver, c'est possible que ce soit arrivé, dont la copie a été corrigée par un professeur de Henri IV. Eh ben, évidemment que même une bonne copie, pour un professeur de Henri IV, ça va apparaître comme une copie moyenne ou moins bonne. Et c'est normal. Alors peut-être qu'il fait un effort d'adaptation, d'empathie, en se disant « j'ai sans doute affaire à une copie qui vient d'une autre école, etc. » J'essaye de comprendre vraiment la réflexion, voilà, mais c'est évident qu'il y a des inégalités à ce niveau-là. Donc, effectivement, il y a un barème, sauf que le barème, il s'interprète toujours. Le barème, ça va être sur, si on prend la question de la maîtrise de la langue, est-ce que le propos est structuré, etc. Bah oui, mais sauf que un professeur qui a des exigences qui sont d'habitude très hautes, il va dire, là, la langue, elle n'est pas maîtrisée du tout. Là où il va mettre peut-être 0 sur 2 pour la maîtrise de la langue, là où moi je mettrais peut-être 1 sur 2. Et sur le propos structuré, je ne sais pas si c'est sur, mettons que ce soit sur 6, là où moi je mettrais 4, et bah lui il mettra peut-être 2. Je vais vous prendre un exemple très concret qui illustre à mes yeux le propos, la pensée que j'ai sur la correction. L'année dernière, j'ouvre mon paquet de copies, donc j'avais 62 copies à corriger. Les copies sont brassées de partout, on ne peut pas savoir de quel établissement ça vient, etc. C'était une dissertation sur Rimbaud, première copie. La copie, elle est parfaite. Introduction, nickel, il y a les bons exemples au bon endroit, etc. Le truc, il est, franchement, la copie, elle est impressionnante. Moi, je me dis, c'est une copie qui est géniale. Je ne sais plus si je mets 18 ou 19. Je mets une excellente note. Parce que la copie, elle était impressionnante. Je passe à la copie d'après, qui vraisemblablement venait du même paquet. C'était la même. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 2 petits trucs qui changeaient, mais globalement, c'était la même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des élèves qui ont très bien retenu le plan du prof et les exemples du prof. Autrement dit, qu'est-ce que j'évalue ? Quand je corrige la copie, je me retrouve plus comme dans la première copie à me dire « Ah bah oui, il a su mobiliser ces éléments-là, etc. » Je me rends compte qu'en fait, ils ont très bien appris par cœur. Objectivement, je ne peux pas dire que la copie est mauvaise, mais qu'est-ce que je vois ? Qu'il n'y a pas une réflexion personnelle, qu'il y a un apprentissage par cœur. Bon c'est très bien. Objectivement, du point de vue des critères du bac, ce sont d'excellentes copies. Mais moi, qu'est-ce que je vois ? Je ne vois pas une copie qui réfléchit. Alors qu'à l'inverse, une copie qui est un peu maladroite, mais où il y a un propos personnel, je vais avoir tendance à la valoriser. Sauf que les exigences qu'on demande de moi, et même les exigences qu'ont beaucoup de professeurs, ça va être de dire « Oui, mais là, la maîtrise de la langue, elle n'est pas bonne, le propos, il n'est pas bien structuré. » Eh oui, sauf qu'une dissertation, c'est un exercice de pensée. Donc, est-ce que ça rentre dans un exercice de pensée ? Est-ce que la pensée, elle a bien progressé, malgré les petits manquements de la langue ? Ou est-ce que je considère que, non, il fallait bien écrire de bout en bout ? Donc, oui, peut-être qu'ils ont su l'adapter au sujet. Mais sauf qu'en fait, pour la dissertation de Rimbaud l'année dernière, il n'y avait pas 15 problématiques possibles. Globalement, c'est sur la question de la fugue et tous les efforts de reformulation sont en fait les mêmes. Et globalement, les copies se ressemblaient assez souvent. Et ça se voyait. Donc, déjà, vous voyez que là, j'ai parlé que de la question de l'écrit. On va aborder l'oral.
Ça, c'est sur la question de l'écrit, et vous voyez bien que les inégalités sont présentes à de nombreux endroits. Alors évidemment, les professeurs ont de l'intégrité, et c'est pour ça qu'il y a aussi des notes qui sont tout à fait, qui correspondent tout à fait aux exigences qu'il y a. Il y a des professeurs qui essayent de s'adapter à la copie, qui essayent de comprendre comment a été bâtie la copie, etc. Mais on est tous soumis à des exigences, et vous voyez que quand on se retrouve avec certains professeurs qui ont ce genre d'exigences-là, eh ben moi, je ne suis pas surpris que j'ai des élèves excellents pendant l'année qui se sont retrouvés avec un 6 à l'écrit. Parce que ils ont dû être scandalisés par certaines choses. Passons maintenant à la question de l'oral. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont passé leur oral avec des températures caniculaires. Ils ont souffert pendant leurs 30 minutes de préparation, ils ont souffert pendant leurs 20 minutes de préparation. Vos jurys ont souffert pendant toute la journée de la chaleur. Alors, on peut les plaindre, effectivement, c'est des conditions qui sont difficiles, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais qu'est-ce que ça dit de leur capacité d'attention ? Moi, je vais vous prendre un exemple très bête. L'année dernière, j'ai eu à corriger le bac à l'oral. Donc déjà, à nouveau, on est seul. Meilleur moyen d'avoir de l'inégalité. Vous mettez une personne seule. Elle arrive avec ses a priori. Il n'est pas dit qu'elle se fasse un certain avis sur comment est habillée la personne. Si vous venez d'un milieu favorisé, que vous avez tous les codes de comment bien s'habiller pour le bac, vous allez avoir aucun problème là-dessus. Si maintenant vous n'avez pas les codes et que oui, vous avez mis une chemise, mais peut-être qu'elle n'est pas très bien rangée, ou etc., il y a des gens qui vont sanctionner. Bon. Et la dernière chose, alors je réponds simplement sur la question de l'écrit. Les élèves d'Île-de-France le payent au moment du bac, écrit du coup, quand la copie est dans une pile de très bonnes copies, les professeurs sont plus exigeants et les notes sont moins bonnes. Pourquoi personne ne veille à ce que les académies soient harmonisées ? Alors techniquement, il y a des réunions d'harmonisation pour les notes. Sauf que pareil, on manque de temps, on manque de moyens, et donc en fait, c'est plutôt s'il y a un professeur où sa moyenne elle est genre à 5 ou 6, là on va dire non, on va relever les notes. À l'inverse, s'il y a une copie qui est litigieuse, où il y a quelqu'un qui a mis vraiment genre 4, elle doit être relue par un autre membre. Mais par contre, si vous avez une copie qui devait avoir 15 et qu'à 11, personne va le voir, et personne va demander à le revoir. Donc l'harmonisation, ça existe, mais en fait, ça existe dans les limites des possibilités. Quand vous avez dans une cohorte de correcteurs, vous avez 10 professeurs qui corrigent 60 copies, on ne va pas pouvoir repasser sur chaque copie. Donc on voit s'il y a des problèmes. Et alors pour la question de la double correction, et on va en reparler pour la question de l'oral, oui, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et il n'y en a pas d'argent. Donc, on se retrouve avec la question de l'oral. À l'oral, vous vous retrouvez, quand vous êtes correcteur, à devoir corriger de 8h avec une pause déjeuner vers 12h30. Donc, on va dire de 9h à 12h30 et puis ensuite de 14h à 17h30. Il fait chaud. Et donc, quand vous arrivez avec votre 5e candidat de la journée qui passe sur un poème et que vous vous retrouvez avec quelque chose où vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il dit parce que vous-même, vous êtes en train de subir d'une part la digestion, d'autre part la chaleur, que vous commencez à être sérieusement fatigué, vous avez du mal à vous concentrer, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en bonne capacité de juger cette personne ? Vous ne pouvez pas, sauf que personne va venir vérifier que vous êtes en bon état. Et là, à nouveau, on est sur les questions de... vous êtes sur la question des... des moyens, puisque effectivement, s'il y avait davantage de moyens, on ferait passer moins d'élèves, etc. Et il y aurait d'autres manières où s'il y avait un jury de 2 personnes. Je reviens rapidement. Les codes habillement sont partagés partout sur les réseaux. À mon avis, la rupture d'égalité n'est pas valide ici. Le truc, c'est que les codes, même si vous connaissez les codes, à savoir mettre une chemise, etc., parfois, vous pouvez mal l'appliquer. Parfois, ça va être aussi un jugement dans la coupe de cheveux. Je vous prends un exemple tout bête. J'ai entendu en salle des profs de correcteurs du bac l'année dernière, une personne qui disait « Pour moi, l'accent wesh, c'est pas possible ». Alors, qu'est-ce qu'elle entendait par l'accent wesh ? En général, ça va être ce qu'on appelle la question de l'affrication. Vous savez, c'est le fait de dire les J avec un D. Genre, vous ne dites pas Jordan, vous dites Jordan. Et c'est le tche aussi. Il lui a dit qu'elle devait venir. Ça, c'est des codes
de posture, c'est des codes de manière de parler que vous ne pourrez pas corriger. Ça trahit votre origine sociale. En gros, ça dit que vous êtes une personne qui vient d'un milieu qui n'est pas tellement favorisé. Donc il peut y avoir des ruptures d'égalité, même sur les codes d'habillement, parce que ça va être dans votre coupe de cheveux, ça va être dans vos chaussures, ça va être dans certains trucs. Donc ça peut être, ça reste valide, d'autant plus que même s'il y en a beaucoup qui sont sur les réseaux, tous ne vont pas vérifier les habillements sur les réseaux. Pour en revenir à la question de la notation, vous voyez que si on se retrouve dans une situation où on n'a pas bien écouté un oral, parce qu'on est fatigué à cause des conditions, et parce qu'il fait trop chaud, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on décide qu'on est bienveillant parce que là, on n'était pas dans de bonnes conditions? Et surtout, on se dit, si moi, je suis dans cette condition-là alors que je suis un adulte, lui, dans quelles conditions il a dû être au moment de préparer? Ou est-ce qu'on se dit, bon, si j'ai pas bien retenu, ça veut dire que l'oral, il n'était pas bon. Donc, dans le doute, voilà, je vais mettre une mauvaise note. Je ne sais pas comment les gens ont fait, mais je dis juste que les conditions d'évaluation ne sont pas justes. Et ce qui explique autant d'écart de notes. Et ce qui explique aussi un peu ma colère, puisque ça nous pose une vraie question en tant qu'enseignant de français. Est-ce qu'on cherche à vous faire découvrir ce que c'est que la littérature et quels sont les moyens de la littérature, donc de vous intéresser à cette matière-là? Ou est-ce qu'on cherche à vous préparer uniquement au bac, puisque à vous donner tous les codes, etc., sachant que le jour J, vous allez potentiellement tomber sur un correcteur pour qui même vos grandes exigences, puisqu'il faut quand même tenir toute une classe de 34-35 élèves, même vos grandes exigences, elles ne seront pas suffisantes s'ils tombent sur le mauvais correcteur. Donc, c'est le dilemme qu'on a. On n'a pas de réponse à ça. Donc, c'est un vrai problème. Voilà. Alors, à considérer, est-ce que c'est le bac qui est le problème? Est-ce que c'est les conditions sociales? Est-ce que c'est les inégalités? C'est sans doute un peu de tout. Mais c'est ce qui explique une partie de ma colère, parce que en fait, voilà, le bac nous pose de vrais problèmes, le bac nous pose de vraies questions, des questions à la fois individuelles dans l'attente qu'on a, puisque, dernière chose, les profs de français sont de bons élèves, sont d'anciens bons élèves. En général, quand vous finissez prof de français, quand vous finissez prof de manière générale, vous avez été un bon élève. Donc vous avez des exigences par rapport à ce que devrait être un bon élève, qui ne sont pas les mêmes. Donc vous avez une tendance à valoriser ceux que vous pensez être les bons élèves, à dévaloriser ceux que vous ne pensez pas être les bons élèves. Et vous avez des attentes qui sont consécutives à ça. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, tout ce que je peux faire à ma petite échelle, c'est dire que ce qui compte, c'est ce que vous comprenez, ce que vous retenez de votre année de français. C'est si vous avez réussi à apprendre des choses qui vous serviront plus tard, ça c'est ce qui compte vraiment. Le bac, une fois que vous l'aurez, parce qu'il y a plein de manières de l'avoir, et la majorité des gens l'ont, une fois que vous l'aurez, il faudra l'oublier. Par contre, si vous avez réussi à retenir des choses en français ou dans les autres matières qui vous serviront plus tard, dans ces cas-là, c'est peut-être ça qu'il faut considérer. Donc si vous avez une mauvaise note ou si votre note ne vous plaît pas, d'après vous ne correspond pas à ça, j'aurais envie de vous dire, ce qui compte, c'est plutôt ce que vous avez compris pendant l'année, puisque là, c'est le travail de toute une année, à l'inverse d'une épreuve qui est faite à un moment T, qui potentiellement génère du stress, qui potentiellement vous pose de vrais problèmes physiques, physiologiques, psychologiques, qui ne reflètent pas votre compréhension, votre travail, mais qui reflètent votre performance à un moment T. Une bonne manière de montrer ça, c'est la question des concours d'enseignement que moi j'ai pu passer. On est censé être évalué sur notre capacité à être professeur, donc c'est-à-dire à mener sur le temps long de toute une année une réflexion et une progression des élèves. Ça, on est évalué là-dessus sur des épreuves en temps limité sur une semaine. C'est l'inverse de l'évaluation d'un professeur. Et pourtant, c'est comme ça que c'est fait. Donc, vous voyez que ça n'est pas le reflet de votre niveau, ça n'est pas le reflet de votre intelligence, c'est le reflet d'une capacité à la performance, c'est le reflet de votre niveau social, ça vous n'avez pas choisi, c'est le reflet d'une partie de votre travail que vous êtes capable de motiver à ce moment-là et de générer. Mais ça n'est pas votre vie, votre personne, c'est une épreuve, en partie injuste, comme on a pu le voir, avec des correcteurs qui sont en partie injustes, comme on a pu le voir, avec des attentes qui ne sont pas forcément démocratiques. Voilà.
C'est sans doute que beaucoup de gens auraient des choses à redire à mon propos en disant que je dis n'importe quoi, etc. J'ai essayé de m'appuyer sur des articles, j'ai essayé de m'appuyer sur mon vécu. J'espère que j'aurai réussi à vous intéresser, à vous partager ma, ma pensée. J'espère que vous avez réussi à comprendre. Je vous recommande cet ouvrage des linguistes atterrés, Le français va très bien, merci, qui va vous faire beaucoup plus réfléchir sur la langue que ce genre de choses-là. Euh, et donc voilà. Euh, je vais arrêter le live là-dessus. Je vous recommande de continuer à cultiver votre esprit critique, votre esprit de réflexion, et de ne pas vous laisser déprimer par une note à un moment T de votre vie. Encore une fois, hein, si j'avais dû écouter le bac de français et la note que j'avais eue, moi j'avais eu 8 en français à l'écrit. Si j'avais dû m'arrêter à ça en me disant bah en fait la littérature c'est pas fait pour moi, bah j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui, les études que j'ai faites. Et il me semble que je suis pas le dernier à être légitime pour parler de cette littérature et de cette matière que j'aime beaucoup. Voilà pour ça. J'ai beaucoup parlé, j'ai essayé de répondre aux questions quand il y en avait, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Je mettrai quand même, je pense, la vidéo en rediffusion. Et je vous souhaite maintenant que les résultats sont tombés, etc. Le fait de bien les digérer si jamais ça a été un peu problématique. Et de passer, là maintenant, on peut le dire, de bonnes vacances. Et de bien vous reposer puisque bah, le bac ne s'arrête pas en première et qui va continuer de façon encore plus intense à la saison prochaine, à l'année prochaine 2025-2026. C'était probablement le dernier live de l'année, enfin là il n'y a plus grand monde qui regarde, mais voilà, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et je vous souhaite dans tous les cas une bonne soirée. Et voilà, salut!